Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 29 avril 2020 et je vous présente l'actualité des marchés, des tendances, de l'analyse technique, toujours sans aucun texte, sans aucune équipe technique, sans aucun prompteur, du live en direct. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, c'est la grosse journée que l'on attend depuis plusieurs semaines. Décision politique de la politique politico-économique de la Fed et on va vraiment être en apnée en attendant cette décision. On va voir ça tout en détail. Et puis, c'est le salaire du mois. Donc, je vais vous faire un petit bilan sur mon mois de manière très rapide sur combien j'ai gagné, puisque les journées de Fed, je ne traite pas. C'est quelque chose qui est dans mes règles de trading. Je traite un tout petit peu le matin et encore, et surtout pas l'après-midi. Donc c'est jour férié pour moi en fait. Je ne vais pas trader du tout. C'est ce que j'ai décidé. J'ai plein de choses à faire. Demain c'est mon anniversaire, donc aussi le jour de mon anniversaire, je ne traite pas. Donc le mois d'avril est enfin bouclé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 18 000. Il y a quasiment 50 à 100 personnes qui s'inscrivent tous les jours. C'est génial. Je voulais aussi vous remercier pour les quelques minutes pour apprendre l'émission du soir qui fait un peu de géopolitique, des sujets compliqués, tout ça. Et j'ai un super accueil. Donc comme quoi on peut faire de la qualité et être récompensé. Donc merci beaucoup. Et mettez des pouces dans tous les sens, peu importe. L'important c'est que vous mettiez des pouces pour YouTube. C'est comme ça. Alors, on y va. Attendez, juste très rapidement, on va faire le calendrier boursier parce qu'il est super important. Alors, au Japon, c'est la fête de Showa. C'est une petite minute culturelle. Qu'est-ce que la fête de Showa? C'est un jour férié japonais en l'honneur de l'empereur Hirohito pour son accession au trône. Les Japonais n'ont pas de 5 semaines de congés payés comme nous. Donc on dit les Japonais ils n'arrêtent pas de travailler, ils n'arrêtent pas de travailler, mais ils ont beaucoup de jours fériés. Voilà, petit clin d'œil. Aujourd'hui, The Big Journée, la journée de tous les dangers, pour ça que je ne vais pas trader. PIB américain, 14h30, très attendu dans le contexte du coronavirus. Ça risque de dépoter. Alors si la bourse se met à monter, que le PIB sera de toute façon dégueulasse, j'entends déjà, mais comment ça se fait, c'est pas bon, ça monte. Ça fait quelques semaines, si ce n'est moins, que l'on sait que le PIB va être dégueulasse, donc il est déjà anticipé en mode dégueulasse. Donc s'il est hyper dégueulasse, la bourse va effectivement baisser, et s'il est un petit peu moins dégueulasse que l'on pensait, ça va monter. C'est vraiment binaire la bourse, c'est presque trop simple. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à cultiver cette simplicité, je pense. Et puis la grande soirée, 20 heures, décision de la Fed sur les taux. Ok, et surtout, là où ça peut encore beaucoup plus bouger, la conférence de presse du FOMC à 20h30, qui est l'explication des raisons de la décision de la Fed. Donc c'est vraiment les trois grands rendez-vous, avec bien entendu la célébration de l'anniversaire de l'empereur, ce qui n'est pas rien. On attaque on attaque pour aujourd'hui. Alors rapidement, oui, le point sur mon demi-mois de trading, on va dire. Donc, comme vous le voyez, j'arrive à la fin du mois à 8 000 € de gains. Si on retire les commissions, on est à 6 500, 6 600 euros net. Et j'insiste bien, c'est du net. C'est ce qui me revient dans la poche. Donc, pour gagner ça à peu près, en France, je devais gagner entre 11 et 12 000 € par mois. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai beaucoup moins tradé, j'ai quasiment pas tradé le matin. Je me suis énormément reposé dans le contexte coronavirus. C'est pour ça que je gagne beaucoup moins et aussi j'ai beaucoup moins de dépenses. Parce qu'avant, par mois, il me faut à peu près 5 000 € pour mon train de vie. Et là, comme je sors absolument pas et que je ne fais aucun week-end et que je ne vais dans aucun restaurant, ben, je m'en sors largement avec 3 000 €. Donc là, j'en ai gagné 6 600, j'ai dépensé 3 000 €. J'en mets 3 600 de côté. Pas vraiment de côté parce que je vais m'acheter un nouvel iMac. Donc parce que j'ai un iMac là pour trader, faire les vidéos et je vais mettre un iMac dans mon salon. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une petite accélération hier parce
parce qu'hier, je me suis levé et je me suis dit, bah, je vais essayer de gagner 2 000 € pour pouvoir me payer un petit iMac d'appoint. Ce serait plus sympa devant la télé. Donc voilà, c'est fait. Voilà. Alors, 6 600 € net, ça représente quoi? Avec ça, vous êtes dans les 10% des Français les plus riches. Et à partir de 10 000 € par mois, vous êtes dans les 1% des Français les plus riches. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et ça a été un trading quasiment uniquement sur 98% sur les marchés américains, sans le matin. Donc, ça donne un peu une idée, toujours dans le même ordre d'esprit de combien euh, je réussis à gagner approximativement tous les mois, en sachant que ça peut varier de 1 à 5. Là, c'est dans les 6 000, 7 000 net. Le mois prochain, ça peut être 35 000, ou comme ça peut être 1 500. Voilà, d'énormes variations. Et en fonction de ce qu'on a fait dans l'année, ça a un impact. C'est ça qui, j'arrive pas encore à. C'est mon mode feignant. C'est-à-dire que quand j'ai fait par un très très bon mois de janvier, eh ben, je suis en mode un petit peu vacances, entre guillemets. Et si j'avais pas gagné beaucoup en janvier, bah, j'aurais été beaucoup plus agressif en fait dans ma façon de trader. C'est ce qu'on appelle toujours le trading de rente et le trading d'accumulation. Le trading d'accumulation, si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous devez faire grossir votre capital. Donc en fait, vous vous battez tous les jours sur le marché. Et le trading d'accumulation, bah, si vous avez suffisamment de capital, il vous suffit, vous vous levez le matin, vous vous dites tiens, aujourd'hui, j'ai envie de gagner, de me payer un iMac, j'ai besoin de 2 000 €, bah, je trade toute la journée et j'ai réussi. L'objectif, c'est de pouvoir me le payer. Et puis le lendemain, vous vous dites, bah, j'en ai rien à faire, j'ai payé mon mois, c'est bon, j'ai de l'avance pour les 6 prochains mois. Je prends mes vacances ou je vais regarder une série de Netflix qui me passionne. C'est cette liberté que l'on a quand on est un trader en compte propre et deux quand on fait du trading de rente. Voilà, on n'a pas cette pression permanente à devoir faire monter le capital. On a juste à maintenir son capital à flot et quand on a besoin, on trade un peu, ça monte un peu, on récupère. Donc on récupère, alors ça dépend, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois, etc. etc. Là, pour le moment, j'ai toujours pas récupéré de l'argent pour en vivre. Donc ça s'accumule. J'avais déjà accumulé des réserves en début d'année, donc ça s'accumule un peu sur le compte. Et puis peut-être que dans 15 jours, je vais faire un virement, je vais remettre mon niveau de capital au niveau normal et je vais récupérer ça pour diverses choses. Donc il y aura une sorte de fluctuation en permanence et on retire de l'argent, on en remet. Là, par exemple, j'ai recapitalisé cette semaine, j'ai rajouté un peu d'argent je fais un virement à 6 chiffres sur le compte, donc ça va arriver. Et pour le mois de mai, donc j'aurai un petit peu plus de capital et je devrais gagner un petit peu plus, voilà, parce que j'ai l'argent qui s'est libéré à un endroit, je savais pas quoi en faire, je l'ai mis sur le compte de bourse. Et peut-être que dans 3 semaines, je vais le retirer parce que je vais m'acheter, l'immobilier baisse beaucoup, je vais m'acheter un petit appartement que je vais peut-être mettre en location ou que je vais garder pour moi en Andorre, etc. Donc voilà, on est en fluctuation permanente comme un chef d'entreprise, hein, on arbitre en permanence. Euh, Notre trading du jour. Alors, si j'avais un truc à vous dire, on va avoir une journée 1 hyper chiante, 2 hyper dangereuse. Voilà, donc c'est vous qui voyez. En tout cas, la tendance, elle est hyper nette, hyper nette, hyper nette, hyper nette. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, ça monte. Regardez. Futur, on a encore repris 1% sur le Nasdaq. Tout est vert. Japon fermé. Tout est vert et surtout, on est partout sur les hauts des ranges. Regardez, je vous avais dit qu'on était, vous voyez ici, là, sur le DAX, range là, point bas, on a rebondi, et là, on est au taquet sur le haut du range, et a priori, on n'a pas envie de baisser pour le moment. CAC 40, on est au taquet aussi sur le haut du range, on n'a pas envie de baisser. Pourquoi? Parce que je pense que fondamentalement, ils anticipent que la Fed va marquer le coup et qu'on peut avoir une bonne surprise. On a une bonne surprise avec le Japon, avec la Banque centrale japonaise lundi, dans la nuit de lundi. 48 heures après, ils se disent que la Fed va peut-être marquer le coup, d'autant plus si le PIB est catastrophique et hyper pire qu'on ne pensait.
à 14h30, on a le PIB. Donc on pourrait, imaginons qu'on ait un PIB mais totalement catastrophique, ce que je pense pas, mais apocalyptique. Les marchés baissent à tout va, la Fed arrive, grande sauveuse, 20h sur les taux, 20h30, conférence de presse musclée. On est là, on se bat, vous en faites pas, ça peut remonter. C'est un petit peu le scénario possible. Et puis le PIB peut ne pas être dégueulasse non plus. Ça peut se maintenir, remonter un tout petit peu, voire beaucoup. Et puis derrière, la Fed dit la même chose. De toute façon, ils vont pas dire on va laisser les marchés fluctuer. Ils vont dire en permanence on est là, on soutient, on soutient, on soutient. Non limite, non limite, non limite, non limite, non limite. Comme je vous l'ai dit, on a monté de plus de 30%. Qui peut s'opposer aux banques centrales? Personne, même pas les plus gros fonds du monde. Ils se font balayer en quelques jours s'ils osent s'opposer à eux. Donc voilà, ce qui est très intéressant, là vous voyez, je vous ai un petit peu dézoomé sur les indices, mais c'est à peu près tous. Là c'est DAX et CAC 40. On voit bien qu'on est dans un range. Tout le mois d'avril finalement a été une sorte de range. Et là, on arrive à la fin du mois, on arrive à ce qu'on attend tous, la décision de la Fed. Et si elle est bonne, c'est le moment où ils peuvent se mettre à breaker comme des gros porcs. Donc là, entre guillemets, j'aimerais pas avoir une position vendeuse aujourd'hui. Quelqu'un qui est en swing par exemple et qui a une position vendeuse là, c'est hyper risqué. Ça se trouve, la bourse va fortement baisser. On va aller rejoindre le pivot mensuel sur le CAC 40. On va aller rejoindre le pivot mensuel sur le DAX à 10 000. On peut se faire à -3, à -4%. Pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est un sacré pari. C'est pas du tout ce que nous montre l'énergie, j'allais dire, des indices. Et puis, vous le voyez bien, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le DAX, on se rend compte qu'on a un début de loi de dos assez net. Les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, si on commence à faire du chartisme pur et dur, ils sont en position pour décoller. Mais pour décoller, il faut attendre le PIB, il faut attendre la décision de la Fed. Si les deux poussent dans le sens haussier, ils vont décoller. Ça, je pense qu'ils vont accélérer. Par contre, il peut aussi avoir une mauvaise surprise, une bonne surprise, ça s'équilibre. Deux mauvaises surprises, on baisse. En 70 millions d'histoires humaines à peu près, personne n'a réussi à prévoir l'avenir. Donc si vous dépensez de l'argent chez les voyantes et les voyants, les cartomanciens et tout, voilà, réfléchissez-y. Vous faites peut-être économiser de l'argent. Personne n'a réussi à prévoir l'avenir. Eurostock. Hop, on prend un petit peu de recul. Même configuration. Alors lui, super quoi. Au niveau technique, c'est un régal l'Eurostock. Pivot mensuel, résistance. On réussit à le casser, accélération. Puis cette résistance devient un support, on rebondit dessus, pof, 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 ça marche à la perfection. L'Eurostock, c'est vraiment, s'il y avait des écoles de trading, ce serait le cas d'école sur une tendance haussière. On voit qu'on fonctionne vraiment par bloc. Là, on a notre premier bloc, cassure du premier bloc, ouverture du deuxième bloc, c'est les boîtes de Darvas, tout simplement. Paf, et là, on se rend compte que si on continue à monter, on va avoir construction d'un troisième bloc qui pourra nous faire point bas 2009, point haut de ce bloc, alors au bout de X jours, 3000, 3000, 3020, 30, 40, 50, avec ça qui bloquerait. Et là, on aurait bloc 1, bloc 2 et bloc 3 qui arriverait sur cette tendance haussière si elle se maintenait. Notre ami Dow Jones. Alors très simple, le Dow Jones, on est lui aussi, regardez, lui il est bloqué par sa middle area mensuelle. Voilà, il aurait aimé qu'elle soit pas là, il aurait aimé qu'elle soit plutôt sur les 25 000, il serait déjà à 25 000, mais là il est en but. Donc vous voyez bien, hein, tous les indices, là je vous montre le Dow Jones, je vous montre le Nasdaq, même scénario sur le Nasdaq, un petit peu moins virulent le Nasdaq, mais vous allez voir le S&P 500, c'est exactement la même chose. Je vous montrerai à partir de la semaine prochaine le Russell aussi, parce qu'hier, pour me payer mon iMac, je me suis mis juste sur le Russell, et alors je parlais pas beaucoup j'en parlais même jamais du Russell, parce que je le tradais pas, je me remets à trader le Russell. Pourquoi je me mets à retrader le Russell? C'est l'indice le plus nerveux qui existe. Le Nasdaq à côté, c'est un petit pépère, parce que quand le Russell il part, il est encore plus survitaminé. Donc je n'en parlais pas parce que c'est un indice qui me faisait un petit peu peur. Le Nasdaq était suffisant si je voulais avoir de la nervosité. Mais depuis
plusieurs semaines, je me suis habitué à avoir beaucoup, beaucoup de nervosité avec le crash qu'on a eu, le VIX qui est monté à des niveaux historiques. Donc je me suis habitué à cette, comment dire, à cette tension, à cette énergie. Et là, je m'ennuie profondément, alors que le VIX est encore assez élevé. Et je trouve même le Nasdaq un peu mou. Donc, quand j'ai vu mes résultats, bah voilà, je le savais déjà, mais là j'ai vraiment eu la confirmation. Mon terrain à moi, c'est la volatilité. C'est là où je suis le meilleur. Vous avez des joueurs de tennis qui sont bons sur la terre battue ou sur le gazon. Bah moi, je suis bon en terrain volatile et je suis pas bon. Enfin, je gagne beaucoup moins d'argent quand il y a moins de volatilité. Donc du coup, je réfléchis. J'ai fait le test hier qui a été concluant à passer sur bah, finalement faire beaucoup de trades sur l'indice le plus volatile qui existe sur mes créneaux horaires, parce que je vais pas non plus, j'aimerais bien, mais je peux pas trader 24 sur 24. Les marchés asiatiques, c'est exceptionnel, et après le lendemain, je trade pas l'Europe ni les États-Unis si je suis crevé. Donc, mais le plus volatile pour moi, c'est le Russell 2000, et donc je vais m'y remettre parce que j'ai besoin de cette nervosité. Mais je mets en garde, c'est pas parce que je trade le Russell 2000 qu'il faut aller trader le Russell 2000. C'est un indice qu'on n'a pas des années d'expérience, totalement casse-gueule. Voilà, c'est l'indice qui, si j'ose dire, si vous êtes habitué à trader le CAC 40 et que vous passez au Russell 2000, vous êtes en crack permanent, hein. C'est à peu près l'ordre d'idée. Il est hyper énergique, le pépère. J'en reviens donc sur mon S&P 500. Lui aussi, on le voit très net. Il est quasiment, on pourrait même dire là qu'il est au niveau, qu'il a déjà breaké un petit peu, presque en avance, hein. On sent que il est prêt à nous faire un faux départ là. Voilà, c'est pour ça que position vendeuse, c'est risqué parce que on sent qu'ils veulent pousser. Donc il suffit même que la nouvelle soit moyenne bonne, ça leur suffira pour accélérer. Vraiment, pour qu'ils se mettent à baisser, il faudrait vraiment que ce soit une mauvaise nouvelle. Et si c'est moyen, ils sont capables de monter. Parce qu'on sent vraiment que le S&P 500, il est prêt à faire son faux départ. Un petit peu différent sur le Nasdaq, puisqu'on voit qu'il n'a pas réussi à rejoindre les 9000. Alors, 9000, c'est the gros barrage, hein. Un support R1 mensuel qui est pas l'un des plus petits supports, hein. On n'est pas sur du middle, hein. On est sur du R1 mensuel. C'est le plus haut du mois précédent. On est sur la zone des 9000. Donc, si j'ose dire, vous avez trois divisions de vendeurs à ce niveau. Ils ont trois raisons pour être vendeurs à ce niveau-là. Donc, difficile pour le Nasdaq de franchir cela. Mais c'est comme tout. Là, c'est comme tout. S'il réussit à le passer, par contre, on peut avoir une méga accélération, tout simplement parce que ce serait un signe de presque de capitulation pour les vendeurs de ne pas réussir à maintenir le Nasdaq sous les 9000 points. Donc là, on est un peu dans la thermodynamique. Il y a plusieurs divisions en défense, mais si jamais il y a une percée, le front entre guillemets Nasdaq à 9000 s'écroule. On a la division R1 mensuelle qui n'a pas tenu, on a le plus haut du mois précédent qui n'a pas tenu, on a la fameuse division 9000 qui n'a pas tenu, et là ce serait vraiment un très mauvais signe pour les vendeurs, un début de débandade, et on pourrait avoir une incursion rapide au moins vers les 9050 voire 9100. Et le Nasdaq pourrait construire en fait dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est passé au-dessus des 9000, il pourrait redescendre ensuite pour transformer cette zone de résistance en zone de support. C'est exactement ce qu'a fait l'Eurostock ici. Vous voyez, très grosse zone de défenseurs, de vendeurs. Il les a explosés, mais vraiment massacrés. On le voit vraiment, quand il a réussi à passer au-dessus, il y a eu une accélération. Et ensuite, quand on est redescendu, bah, cette méga zone défensive est devenue une méga zone offensive, c'est devenu un support, et ça pourrait être vraiment le schéma si on continue à monter sur le Nasdaq, c'est-à-dire que bah, il passe au niveau à la step supérieure, 9000, 9005 avec 9000 qui permet de rebondir pour essayer de remonter. Et puis si on baisse, $1 à mensuel bien entendu, qui peut être super intéressante à travailler vers les 8004, légèrement sous 8004. Vous avez vu comme ça a super bien fonctionné la journée de mardi dernier. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Les marchés vont ouvrir dans quelques minutes.
Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve ce soir. Pardon. Ce soir, on va parler. Hier, on a vu les raisons, les causes du déclin de l'Europe depuis le début du XXe siècle. Et on va voir l'émergence ce soir à 20h45 du nouveau leader mondial au pied d'argile, que sont les États-Unis d'Amérique, et voir pourquoi les États-Unis d'Amérique sont forts. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont la meilleure ou la plus puissante armée du monde. C'est pas forcément les meilleurs soldats, mais ils sont 3 fois plus nombreux avec beaucoup plus d'armes technologiques. Ça peut être la meilleure armée grâce à ça, pas forcément lié à la qualité des soldats, mais c'est pas du tout pour des raisons militaires que les États-Unis dominent le monde. Et contrairement à ce que beaucoup croient ou espèrent, lié à l'anti-américanisme primaire, et j'en parlerai en France, quelles sont les origines de l'anti-américanisme primaire, ils peuvent encore être là pendant 50 ans s'ils jouent bien leurs cartes. Voilà, et ça, on verra ça en détail. Je vous laisse, vous allez trader. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner parce qu'aujourd'hui, c'est journée off. Voilà, je vais faire mon petit virement pour payer mon mois prochain et mes petites tendances geek. Ciao à tous. Alors, pour éteindre, c'est pas là, c'est là. Ciao.